Honoris Causa est le titre décerné au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Israël pour sa lutte relative à la paix en Afrique. J'en parle ce soir. Bonsoir et bienvenue. L'invité principal, Michel Okongo, président national du parti politique Unité des Valeurs, avec qui nous allons nous entretenir pendant 50 minutes. Laissez-moi vous dire que les commissaires de la centrale électorale ont prêté serment ce mardi 26 octobre devant les juges de la Cour constitutionnelle. Les élections en 2023 sont bel et bien une garantie au regard de cette cérémonie solennelle qui a été effective en République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bien habillé, hein? Oui, mais écoutez, c'est comme vous, hein? Vous êtes dans l'opposition ou bien au pouvoir? Oh, ça c'est une question difficile. Je suis au service de la nation. Au service de la nation? Au service de la nation. Alors, comment vous allez? Oui, ça va. On n'arrête pas de courir parce que tant que le Congo n'aura pas retrouvé la stabilité, nous n'arrêterons pas. Nous allons continuer à courir. Votre coup de projecteur au regard du titre décerné au président de la République en Israël, Dr Honoris Causa, c'est le titre qui lui a été cerné pour sa lutte relative à la paix en Afrique en général, mais en République démocratique du Congo en particulier. C'est une marque de distinction, mais aussi c'est une fierté pour notre pays, pour les Congolais. Eh bien, à chaque fois où un Congolais se verra décerner un titre, ce serait une fierté pour notre pays. Donc, je salue cette marque de distinction. Je salue les chefs de l'État, mais aussi ceux qui ont pensé à notre pays, qui est tout le temps, dont le peuple est tout le temps est tenté de verser les larmes. Au moins pour une fois, nous pouvons sourire. Votre appréhension au regard de la visite d'État de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Israël, une visite qui est interprétée négativement dans l'opposition politique, mais aussi saluée par la mouvance présidentielle. Oui, moi je ne saurais pas en dire plus, d'abord. Et puis deuxièmement, l'action des chefs de l'État, il ne faut pas chercher à la commenter tant que lui-même n'a pas donné la ténère ou bien le dividende d'une action. Tout ce que nous pouvons faire lorsque les garants de la nation est en dehors de notre pays, il est au contact avec l'extérieur, nous devons rester sereins et attendre qu'il rentre, tout en espérant qu'une fois rentré, il saura faire un compte rendu à son peuple. J'espère que ce sera le cas. L'actualité oblige Denis Kadima, le président de la centrale électorale, a prêté serment, lui, avec son équipe ce mardi. Je l'ai dit tantôt, c'est vrai, Denis, c'est lui le prochain, il est déjà le successeur de Corneille Nangaa qui a fait, je rappelle en passant, ses adieux. Il a invité à son équipe Nangaa, bien sûr, de faire le travail comme il se doit et de soutenir Denis Kadima avec l'équipe qui arrive pour redorer le blason de la République démocratique du Congo. Je voudrais déjà avoir d'entrée de jeu votre allocution au regard de la prestation de serment de Denis Kadima. Je pense que cela ne doit pas appeler à un débat, c'est vrai, et cela met un terme à un long processus où à un moment donné les gens se sont tirés les pattes et chacun avait sa position, et tout ce que nous notons c'est que les choses devraient se passer telles que cela avait été prévu, à la fois par la Constitution, par la loi électorale et par la charte. Ben, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce que je vais demander, tout en félicitant cette équipe Kadima, je vais leur demander de se mettre à présent au travail. Parce que nous devons avancer, nous avons perdu beaucoup de temps. Je connais comment les choses se passent dans notre pays. À un moment donné, on essaie de tirer la ficelle, on tire. Lorsque les choses semblent prendre de l'envol, et là on court derrière les événements. Je ne veux pas que cela soit le cas cette fois-ci.
Nous avons un bureau de la CENI au complet et moi je demande à ces bureaux-là de rattraper tous les retards que nous avons engagés jusque-là, qu'on se mette au travail, que ceux qui souhaitent changer un état des choses lors des élections, qui se mettent au travail. C'est ça le but, parce que ne l'oubliez pas, Vincent, les élections sont faites, en fait c'est une occasion pour changer, renouveler à la fois les institutions et les individus qui les animent. Et voilà, une occasion est en train de nous être donnée. Mettons tout ce qui a été comme divergence, mettons-les de côté. Michel, au Congo, la contestation de l'équipe est quasiment, est-ce une bonne guerre en politique ou bien une tradition d'opposition politique qui a élu domicile en République démocratique du Congo, parce que les annales montrent à suffisance que la plupart d'équipes qui ont piloté la centrale électorale ont toutefois été victimes des mots contestations? Non, tout ce que je peux dire, bon, ça fait partie du jeu démocratique. On n'a jamais été d'accord à 100% en politique. Malheureusement, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans d'autres pays. Le président Joe Biden a été élu, Trump a trouvé des mots pour contester. Voilà, ça c'est outre-mer. Mais chez nous, ici, à chaque fois, lorsqu'il y a un processus tel que nous l'avons connu à la CENI, il y a toujours des contestations, à tort ou à raison. Mais moi, je note une chose, nous devons avancer. Encore une fois, l'histoire de contestation doit plutôt rester loin derrière nous. C'est ça l'important aujourd'hui. Donc, je ne veux pas que demain, les uns les autres puissent se culpabiliser. Parce que, à la lire où vont les choses, il n'y aura pas de marche arrière. Parce que le peuple veut qu'on aille de l'avant. Il faut y aller maintenant. Qu'on laisse tout ce qui s'est passé derrière nous, qu'on avance. Nous avions eu trois expériences électorales, 2006, 2011, 2018. À chaque étape, il y a toujours eu des contestations. Mais ma foi, maintenant il faut qu'on se remette au travail avec une autre idée d'avancer, avec une autre idée de braver tous les défis qui sont devant nous. Parce que nous n'allons pas rester là en train de pleurnicher parce que Kadima est passé. Voilà, la réalité est celle-là. Hier, c'était le duo catholique et SCC qui n'a pas été d'accord. Maintenant, le combat est amplifié. Non seulement à Lamoka, vous avez Katumbi qui s'est invité. C'est vrai, il sera à Kinshasa éminemment pour lancer les consultations afin d'évaluer ce qui a été le bilan de sa présence et de son équipe qui est au gouvernement et voir s'ils vont rester ou quitter. Est-ce que la prémisse est-elle déjà bonne? Quand je dis la prémisse, je vois ici l'équipe quasiment qui d'ores et déjà souffre des contestations. Ceci n'aimait pas un déphasage les élections qui seront organisées tantôt en RDC. Vous savez, quel que soit c'est amusant d'animer la vie publique chez nous, où vous avez l'élite politique qui refuse toujours de se mettre d'accord sur les fondamentaux. C'est vraiment amusant, je l'ai dit entre guillemets. Vous savez, le vrai débat, c'est la situation sociale, les conditions sociales de notre peuple. Que faire pour nourrir les Congolais midi, matin, soir? Que faire pour envoyer nos enfants à l'école? Que faire pour donner du travail à chaque Congolais? Parce que souvenez-vous, Vincent, les Congolais n'est pas un peuple quémandeur, c'est un peuple travailleur. Tout ce que les Congolais veulent maintenant, c'est du travail. Le vrai débat, c'est celui-là. Comment faire pour capitaliser nos espaces? Nous avons plus de 85 millions d'hectares de forêt. Que faire pour capitaliser cet espace? Nous avons 126 cours d'eau. Que faire pour capitaliser cette potentialité? Nous avons 36 lacs poissonnés. Nous avons un fleuve long de 4700 km. Que faire? Nous restons dans la petite guerre politique? Non. Je sais que chez nous, un mandat est fait pour durer 5 ans. Et une fois renouvelable. Après cela, lorsque l'un de nous est au pouvoir,
Cela ne veut pas dire que le pays l'appartient. Le pays appartient à tout le monde, à tous les Congolais. Et au-delà de ça, n'oublions pas que le vrai souverain primaire, c'est notre peuple. Que veut notre peuple aujourd'hui? Nous ne pouvons pas aller d'un débat à un autre, et tout simplement. Hier, c'était Kadima, avant le pouvoir. Aujourd'hui, Kadima est là. Ben, tout cela, c'est derrière nous. Mettons-nous au travail, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. L'Église catholique, qui se met ensemble avec les FCC, qui se met ensemble avec la MOCA, ça fait partie de la liberté d'expression, liberté de réunion. C'est reconnu par la Constitution. Où est le mal? Est-ce que ça ne craint pas de voir l'Église catholique qui est toujours, j'étais tenté de dire, un acteur majeur dans la lutte contre les antivalaires? Nous avons suivi avec vous en 2016 quand il faudrait parler et crier pour obtenir l'alternance que nous avons. L'Église catholique était pour beaucoup. Quand cette Église actuellement semble ne pas être d'accord, n'est-ce pas, Michel, au Congo, qui ça montre, ça fragilise un tout petit peu le pouvoir en place qui est censé mettre sur la même longueur d'onde avec les religieux en général? Non, je ne veux pas. Personnellement, je ne veux pas remuer le passé parce que j'ai beaucoup de blessures internes. Oui, vous êtes nostalgique. Non, ce sont des blessures. Je dis bien ce sont des blessures. Vous avez cité 2016. En 2016, on était au dialogue national à la Cité de l'Union africaine. Et je vous le répète, je l'ai déjà dit ici, à votre plateau, que je suis celui qui avait tracté Kodjo et l'ambassadeur Abari. Sans cela, on n'allait pas avoir le dialogue. Pourquoi je l'avais fait? Parce que je ne voulais pas que le sang puisse couler davantage. Je suis celui qui avait même fixé la date. L'histoire en a retenu quelque chose. Et puis, nous sommes allés, on a fait un travail. J'ai dit que ça réunit les souvenirs. Parce que lorsque nous sommes allés à la Cité de l'Union africaine, on était avec la Cinco. À un moment donné, la Cinco est partie. Elle est allée vers ceux qui n'étaient pas avec nous, UDPS et les autres. Et puis, lorsque nous avions effectué une mission des rapprochements avec la Cinco, moi j'avais intervenu pour dire que l'Église devait faire très attention pour qu'elle ne se retrouve pas en dehors du village, qu'elle devait rester au milieu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il faut rechercher le consensus, il faut réellement le chercher et le trouver. Lorsqu'il faut passer par le vote, il faut le faire. Aujourd'hui, nous avons un problème. Donc, il y a une fissure au sein de notre société. Parce que l'Église, qui représentait les 8 confessions religieuses, n'ont pas rempli leur mission. C'est une frustration. Et encore moins, l'Église catholique a eu le courage de dénoncer la corruption, si cela avait lié. Vous voyez, on ne pouvait pas imaginer qu'au sein des confessions religieuses, qu'on puisse parler d'autre chose que de la moralité, de l'éthique. Et je vous dis sincèrement, c'est une tâche indélébile dans le cœur de chaque Congolais. Donc nous églises aujourd'hui ont un grand effort à faire pour pouvoir remonter leurs côtes dans au sein de chaque cœur des Congolais. Et voilà, c'est pourquoi je ne veux pas que nous puissions remuer le passé. Maintenant que les choses sont ce qu'elles sont, nous n'allons pas brûler notre pays. Au lieu d'envoyer les gens tout le temps dans la rue, il faut leur donner du travail. En même temps, je dirais au chef de l'État qu'il comprenne que c'est lui le garant de la nation. Son rôle pendant les 5 premières années de son mandat, c'est de s'occuper en priorité du peuple congolais. Voilà ce que moi je peux dire à ce sujet-là. Nous ne pouvons pas revenir tout le temps sur le passé, ça n'est fini. L'équipe a prêté serment, nous voulons la voir au travail maintenant. Il faut que cette équipe-là convainque les Congolais par le travail. C'est ce que nous attendons. Ça n'est fini, vous dites, mais Martin Fayulu Madidi n'a pas dit son dernier mot. Il a annoncé déjà la tenue des actions de grande envergure dans les jours qui pointent à l'horizon pour, n'est-ce pas, dire non encore à la dépendance de la centrale électorale parce qu'il est de ceux qui estiment que Kadima serait un passage, un forcing de Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Il serait également, pour ne pas mâcher les mots,
le choix du pouvoir en place, n'est-ce pas ce qui frise aussi, hein, qui fragilise notre démocratie si ces faits, ces allégations sont authentiques? Oui, vous savez, c'est difficile de parler tout le temps des hommes. Martin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ami. Et je crois qu'après la proclamation des résultats, je lui avais écrit. J'avais trouvé de mon giste. Quel résultat? Présidentiel? Présidentiel, à l'époque, oui. À l'époque, oui. Oui. C'était en 2018, si je ne m'abuse pas. 2018-2019. Je le lui avais écrit. J'avais trouvé des mots pour lui demander à ce que nous puissions mettre l'intérêt supérieur à l'avant. Mais encore une fois, vous savez, nous n'allons pas porter les troubles dans les cœurs des Congolais. Martin serait mieux de se retrouver dans un espace où les intérêts de notre pays sont privilégiés. Et il y a un flou total. Je parle dans l'ensemble. Les combats des uns et des autres aujourd'hui commencent à être floutés. Martin, moi je l'ai connu dans la vérité des urnes, ce qui est tout à fait normal. Tu sais que Étienne est passé par là, et Jean-Pierre Bemba est passé par là. Mais à quelques mois, on peut compter 24 mois au moins, des prochaines échéances électorales, je crois que Martin devra se ressaisir et vraiment aller de l'avant. Quand vous dites qu'il devrait, appris, oui. Quand vous dites qu'il devrait se ressaisir, vous faites allusion à quoi? Qu'il fasse chapeau bas, ce qu'il ne trouve pas logique d'après lui? Non, l'unité. L'unité, c'est un facteur nécessaire pour notre pays, pour l'avancement de notre pays. Et aujourd'hui, j'aurais appris, j'attends qu'on puisse me le confirmer, qu'il y a une coalition qui est en train de naître, où on retrouve le FCC et les autres. Et j'ai dit, il ne faut pas qu'on revienne au mariage contre la nature. Ce serait une faute grave pour les uns et les autres. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit dans le passé? Parce que vous voyez, à chaque étape, il y a les attentes du peuple congolais. Après Mobutu, d'abord du temps de Mobutu, après les 32 ans ou 37 ans de Mobutu, j'en sais rien. Et tout le monde voulait qu'il y ait un changement. Et nous avons appelé au changement, c'est pourquoi l'AFDEL est venue. L'AFDEL est arrivée avec la garantie qu'elle allait apporter ces changements. Ça n'a jamais été le cas. Quand je parle de l'AFDEL, je passe plutôt la Kabylie, parce qu'il y a eu Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Et le peuple s'est retrouvé au point du départ. Et nous avons tous réclamé changement. Maintenant que nous l'avons eu, ces changements-là, démocratiquement, parce que ne l'oublions pas, nous sommes une démocratie fragile. Et si au niveau des États-Unis, qui a plusieurs années de démocratie, d'expérience démocratique, a vu des élections contestées, à plus forte nous autres, qui sont une démocratie jeune et fragile. Donc on devait s'attendre à cela. Mais au bout d'un certain temps, nous devrions nous mettre ensemble sur les fondamentaux. Parce que nous sommes un pays aujourd'hui menacé. Ensemble. Je suis désolé de vous interrompre, oui. C'est-à-dire ouvrir le champ, aller à un dialogue, comme aurait souhaité Lissanga Bonganga. Je suis désolé d'avoir cité son nom. Et parce qu'il est clair avec la procédure amorcée relativement à la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, d'après eux, cela ne présage pas des bons augures. D'où il faudrait annoncer les pourparlers pour revenir sur la loi primo-organique de la CENI qui a laissé beaucoup de tâches sur la chemise blanche. Non, d'abord en tant que Bantou, le dialogue fait partie de notre culture. Mais on ne peut pas faire un dialogue à tout bout de champ. Nous avons un commandant suprême. S'il estime que, pour des raisons évidentes, il faut qu'on aille à un dialogue, nous pouvons le faire. Parce que vous pensez qu'il est important que nous puissions avoir un dialogue? Non, ce n'est pas le temps. Et puis ce n'est pas à moi de le dire. Je vous le dis pourquoi. Lorsqu'on a élu un chef de l'État,
lorsqu'il exerce son mandat en toute souveraineté. S'il pense qu'il peut avancer seul, avec des alliances, avec des cohabitations, c'est à lui de le faire. Mais à partir du moment où il estime qu'il faut associer les gens, il faut appeler les gens au dialogue, afin qu'on puisse discuter, c'est à lui de le faire. Mais aujourd'hui, je ne vois aucune raison. Déclarer un dialogue, pourquoi? Mais si les chefs de l'État estiment que nous devons aller au dialogue, eh bien là, je dirais oui, même moi. Mais pour l'instant, on a un commandant de bord. En plus, si les gens trouvent qu'ils n'avancent pas très bien, et ce qui paraît le cas, en ce moment-là, il faut, par tout le moyen, l'amener à prendre ses propres responsabilités. Pourquoi le dialogue? Je vous donne l'exemple de Kabila. En 2013, il nous a convoqués. L'opposition, puis de l'autre côté, il y avait le pouvoir. En 2013, nous nous sommes retrouvés aux concertations nationales. Tout simplement parce que les chefs de l'État de l'époque, Joseph Kabila, avaient estimé qu'il y avait des choses qui ne contrôlaient plus et qu'il fallait se mettre ensemble. Il fallait que l'élite politique congolaise, les forces vives de la nation, puissent se mettre ensemble pour discuter. Nous avons pondu plus de 680 résolutions que nous lui avons remises. Sans City, dialogue international à la Cité de l'Union africaine, c'était convoqué par Kabila. Mais si les chefs de l'État trouvent qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille à un dialogue, et ce serait à lui de convoquer ce dialogue. Parce que même si on a la volonté, on crie haut et fort qu'il faut un dialogue, mais celui qui est habilité à convoquer un dialogue, c'est le chef de l'État. Vous avez le chairman Moïse Katumbi qui est dans l'union sacrée de la nation mais qui n'est pas d'accord avec Denis Kadima, l'actuel patron de la CENI. Katumbi ne s'est pas tu, il s'est exprimé à haute voix. Il a même saisi la présidence via un courrier qui a été aussi très répandu sur la toile. N'est-ce pas que l'union sacrée semble être vide dans des contestations, on ne sait pas comprendre qui est dedans, qui ne l'est pas. Apparemment, quand vous voyez cette scène, vous dites que l'union sacrée a des tirs qu'il faudrait recadrer ou rectifier. Là, je vais vous faire remarquer une chose, parce que vous me citez des noms. Oui. Je suis tenté de savoir si ailleurs on cite le nom de Michel Okongolomena, parce qu'il organise fréquemment les séminaires de formation d'éducation civique pour renforcer la conscience nationale. Parce qu'il a ouvert beaucoup de sites d'alphabet pour lutter contre, disons, les sites où se suivent gratuitement les cours d'alphabet pour lutter contre l'analphabétisme. Je suis tenté de savoir si ailleurs aussi, on cherche à savoir ce que Michel Okongo fait, pourquoi il se met à financer les micro-projets pour remettre le Congo au travail et combattre la faim. Mais n'empêche, vous avez cité Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un acteur politique que je respecte beaucoup. Évidemment, lorsque les uns et les autres communiquent, et nous sommes là, on fait attention pour savoir ce qui se dit, parce que nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Vous voyez, c'est la chaîne, c'est la RDC. Et lorsque j'étends l'oreille, j'avais entendu Moïse parler que si on, avec l'entraînement de Denis Kadima, ce serait la ligne rouge à ne pas franchir. Aujourd'hui, nous avons Kadima. La ligne rouge a été franchie. Oui, c'est vous qui le dites. J'ai dit tout simplement que ce que je note, c'est que un homme politique assume ses propos. Ce que je note également, Moïse Katumbi, c'est un allié du président national, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, entre alliés, je pense qu'ils vont discuter. Je suis en train de hausser les tons parce que je pense que le peuple, le Congo nous appartient à tous. Et que nous, dans l'ombre, nous ne sommes pas au pouvoir, nous nous occupons de ces peuples-là. Et qu'il est temps que les chefs de l'État puissent poser de vrais gestes
envers ceux qui travaillent. Tout ce que j'ai fait là, je veux que l'État congolais puisse aujourd'hui prendre la responsabilité de porter mes actions au niveau national. Parce que le droit à l'éducation, c'est constitutionnel. La lutte contre l'analphabétisme, c'est constitutionnel. Oui, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et aujourd'hui, je suis en droit de dire que nous avons assez fait. Il est temps que les chefs de l'État puissent porter des grandes actions et reconnaître ce que les uns et les autres fassent. On n'est pas là pour un discours politique tout le temps. Parce que veulent les uns et les autres forcer les chefs de l'État au dialogue. S'il estime qu'il faut aller au dialogue, il le fera. Si M. Katumbi, qui jouit de sa liberté d'expression, trouve qu'il doit continuer avec les chefs de l'État, eh bien, nous allons constater. Mais c'est dit que je m'arrête là, je ne veux pas continuer pour des raisons évidentes. C'est également son droit. Mais je ne veux pas qu'on puisse perdre le temps à la République. Je le dis parce que notre peuple est dans un état d'esprit très combatif. Moi également, je le suis. Votre regard critique à l'Union sacrée de la nation, vous également, Michel Okongo, président d'un parti politique proche de l'UDPS. Oui, vous voulez mon regard. La première des choses, je dirais que il faut mettre en place une structure véritable qui puisse mériter ce nom, le nom Union sacrée. Vous créez un espace, vous appelez ça Union sacrée, tout le monde vient et rentre. Vous voyez, nous sommes dans un pays où nous avons eu des moboutismes dire et pire, et nous avons eu des kabylistes pire et dire, et aujourd'hui, nous avons les Tshisekedistes dire et pire, les mêmes qui se sont métamorphosés avec le temps. Écoutez, on joue quelle comédie. Nous avons combattu pour ce peuple. On n'arrêtera d'ailleurs pas de combattre, on va continuer à le faire. Mais cette comédie doit s'arrêter. Si le chef de l'État accepte cette comédie, ben, il doit le payer cash. Donc l'Union sacrée est comparable au Front commun pour les Congos, qui n'avait pas en son temps un soubassement juridique avec l'Union sacrée. On sent que c'est la même problématique. Mais il avait fini par l'avoir. Qui est membre? Pourquoi est-il membre? Quels sont les critères pour faire de quelqu'un membre du FCC? Eh bien, un citoyen digne de ces pays ne peut pas laisser jeter corps et âme dans le FCC. Dans un esprit républicain, il faut soutenir l'action du chef de l'État. Mais le FCC, c'est une coquille vide. Tout le monde peut se déclarer de l'FCC. Mais cette action a aussi des faillites, apparemment. Vous l'aviez décrié, et tantôt dire qu'apparemment la structuration de l'Union sacrée posera un problème. Je ne crois pas avoir dit ça. Mais si tel est le cas, je pense qu'il faut restructurer, il faut structurer, c'est ce que je voulais dire. Il faut structurer l'Union sacrée. Parce que, je dis, il y a quand même les critères d'adhésion, d'abord. Et lorsqu'on a adhéré, on fait quoi là-dedans? Vous voyez, tout cela, il faut le définir. Moi, je ne veux pas commencer à vous apprendre ça de A, disons, apprendre ce Congolais de A à Z. Tout le monde sait, lorsqu'on a créé une structure officielle, on veut que ce soit une structure crédible, il faut poser les conditions. Comment ça fonctionne? Quelles seront les relations entre les individus et l'État, entre les individus, entre eux? Donc, tout cela, on en a besoin. Aujourd'hui, tout le monde se déclare de l'Union sacrée. Je dis maintenant, c'est une déclaration fortuite. Ça ne va pas. De qui se manque-t-on? L'Union sacrée est une force ou bien un slogan politique pour se démarquer des Francs communs pour les Congos. Ils ont ou bien un jeu des préceptes scientifiques pour plaire aux appétits des hommes des lettres qui voudraient aussi jouer avec les mots. Non, il faut revenir à la philosophie du chef de l'État. Le chef de l'État voulait qu'il y ait une unité, qu'il y ait l'unité entre les peuples congolais, entre quelques courants politiques. Et cela ne suffit pas. Il faut structurer l'union sacrée, afin que ceux qui viennent pour adhérer puissent trouver des conditions.
qu'on sache également qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, comment ça va fonctionner. Les chefs ont lancé l'idée que les lieutenants du chef de l'État puissent s'y mettre pour donner une forme qu'il faut à l'union sacrée. Mais vous attendez tout du chef de l'État. Il a donné le mot d'ordre et dit « j'ai créé l'union sacrée ». La suite, lesquels devraient réellement s'y mettre au travail. Moi, je crois qu'il y a un problème de manque de suivi, manque de diligence. Et là, ça tue la République. Manque de suivi, qui devrait faire le suivi dans l'union sacrée? Mais le chef n'est pas seul. La coordination, vous voulez dire? La coordination, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on a vu, on ne peut pas faire du copier-coller. L'FCC avait un coordonnateur. Oui. N'est-ce pas? Bon, on crée Union Sacrée. Trouver quelqu'un qui puisse coordonner. Vous pouvez l'appeler, c'est pas mon coordonnateur, président, je sais pas. Mais au moins, quelqu'un qui puisse être là en train de coordonner, mettre en place surtout. Alors, c'était une parenthèse, on a tellement de choses à discuter avec vous ce soir. Le bloc, l'appel de Martin Fayoulou à la création ou à l'adhésion plutôt d'un bloc des forces acquises au changement pour dire non à la dictature tshisékédiste. Nous avons suivi le FCC qui a fait chapeau bas. Il y a pas mal, les catholiques, CAL, et puis le CDC, comité laïque de coordination, si je n'ai pas abusé ou massacré à la nomenclature. Déjà, Martin Fayoulou est en train d'imposer son leadership au regard de certains ratés du régime en place. Non, cela encore une fois relève de ce que j'ai dit tout à l'heure, de la liberté d'association, mais aussi de la liberté d'expression. Mais c'est les souverains primaires qui appréciera ces démarches. Et ce n'est pas un homme politique. J'ai dit que je suis un acteur politique. Nous sommes des politiques. On se connaît, on se côtoie. Vous n'appuyez pas l'idée de Martin Fayoulou, c'est vrai, vous l'avez appelé à l'unité, mais son idée étant politique, n'est-ce pas quelque chose de louable à un certain niveau? Oui, mais je ne pense pas que lorsqu'il a lancé son idée, il a appelé les uns et l'autre à l'appuyer. Je crois ne pas attendre cela. Il a lancé, il a pris ses responsabilités et n'adhère que ceux qui veulent adhérer à cette idée. Mais pour l'instant, je n'ai pas été contacté. Unité des valeurs, vous n'allez pas adhérer? Je n'ai pas été contacté d'abord, ça c'est un. Ah, il a lancé, l'appel était ouvert à tout le monde. Oui, mais après, il y a une démarche qui se fait toujours. Nous sommes en politique, vous n'allez pas embarquer les gens parce que vous avez lancé l'appel. Mais encore une fois, je vais préciser que moi, je soutiens l'action républicaine. Je soutiens ceux qui sont au gouvernement. Ceux qui mènent une action au sein du gouvernement. Je soutiens les chefs de l'État dans un esprit républicain, parce qu'ils représentent la nation. Mais je suis de tout cœur avec mes collègues politiques, Moïse Katumbi, parce que vous citez les noms, Fayoulou, Martin, et vous avez cité d'autres là, je suis de tout cœur avec eux, parce que ce n'est pas un pigilat, l'actualité politique ou les combats politiques, ce n'est pas un pigilat. C'est une confrontation d'idées, et ce qu'il a dit, ce sont des idées. Ces idées sont portées surtout vers le peuple congolais. Et c'est au peuple de savoir ce qu'il en fera. Et si jamais les consultations de Moïse Katumbi trouvaient comme prétexte qu'il quitte l'union sacrée, n'est-ce pas que ça va laisser un vide? Non, mais il y a une ambiguïté terrible dans l'espace politique. Je veux que ceux qui appartiennent à l'opposition d'abord puissent s'identifier. Moi, je ne vois pas l'opposition. Ah, l'opposition est identifiable? Oui. Et dites-moi quelle est la coloration? Non, c'est à vous de nous dire, parce que vous soutenez le pouvoir en place, vous savez qui... Non, j'ai dit, nous devons... Parce que l'opposition, être dans l'opposition, n'est pas se faire des ennemis avec ceux qui sont au pouvoir. Être dans l'opposition, c'est de lutter, d'apporter des idées positives
ou complémentaires à ceux qui sont... Mais vous, hier, dans l'opposition, quelles sont les idées que vous aviez apportées à Joseph Kabila Kabange? Beaucoup. Les mêmes, beaucoup. Beaucoup d'idées, beaucoup. Nous lui avons demandé de laisser d'abord le secteur minier et de s'occuper de nos terres. Nous avons beaucoup d'espace. Vous savez, le Congo a une grande opportunité de production et de consommation. Je le répète, de production et de consommation. Lorsqu'on produit, nous avons assez de bouches, plus de 100 millions de Congolais à nourrir. Donc, vous voyez, ces deux opportunités feront que nous soyons un pays riche demain. Nous l'avons dit à Kabila. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne cesse pas de le répéter, à l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, lorsqu'il est entré au pouvoir, j'avais élaboré un projet agricole que je suis allé remettre au fait, donc au défunt Gérard Moulumba. Vous voyez, c'est pour vous dire que nous ne nous contentons pas seulement de parler, nous venons avec des actions. Lorsqu'un collègue est au pouvoir, il faut l'appuyer, parce que c'est une responsabilité. Le pays ne lui appartient pas. Le pays appartient aux Congolais conformément à l'article 5 de notre Constitution. C'est le peuple qui en est le souverain et qui donne mandat et qui peut mettre fin à ce mandat d'une manière ou d'une autre. Alors il faut s'occuper du peuple congolais. Je l'ai dit, le social, l'emploi, la santé et l'éducation. Ça, nous devrions plutôt aider les chefs de l'État à accomplir cela. Parce que celui qui viendra demain, il trouvera qu'un bout de chemin a été parcouru par le précédent. C'est ça la démocratie. Ça devient une espèce d'une chanson des Roland. Le social n'a pas connu un changement, même dans ce liota, il faut le dire, pour ne pas répéter ce qui se dit tout bas. Mais je me fais le devoir de le dire quand même. Les gens disent qu'il n'y a pas eu un grand changement, à part le fait que la gratuité de l'enseignement a été décrétée. Vous ne voyez pas que l'aide dont vous parlez, elle tarderait un tout petit peu? Oui, moi je parlais d'abord de l'engagement de chaque citoyen congolais. Qu'on puisse vraiment être disposé ou disponible pour la République. Lorsqu'on est disposé à servir la République, on peut changer les compétences, voire même les expériences. C'est ce que moi j'ai fait. Je le fais du temps de Kabila. Je le fais aussi aujourd'hui. Mais encore une fois, lorsque j'ai vu les uns les autres... Vous les faites où et comment vous les faites? Je viens de le dire. Lorsque je me mets, je paie des salles avec mes propres frais pour donner des séminaires d'enseignement et civique, pour renforcer la conscience du peuple congolais. C'est déjà quelque chose. Lorsque je mets en place plusieurs sites où se donnent gratuitement les cours d'alphabet, je le fais avec mes propres frais. Et lorsque aujourd'hui, je me mets à financer les micro-projets par mes propres frais, vous voyez, je le fais pourquoi? Nous devons enquêter pour savoir si ce que vous dites est vrai, parce que nous, on n'a pas été témoins. Vous savez, on prend, mais vos nous prenons notre grand public à témoin. La presse dans l'ensemble a été témoin dans l'ensemble. Consultez vos archives si c'est ce que j'ai fait et consultez la réalité si c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais encore une fois, ce n'est pas une façon de me glorifier. Je suis en train d'inviter les autres à faire mêmement. D'ailleurs, nous allons en parler certainement, je ne sais pas, dans votre canevas, si vous avez prévu cela, les énergies que nous sommes en train de perdre, avec ceux qui sont en fuite, ceux qui dissimulent des milliards et des millions ailleurs. Et ces gens-là, il faut les ramener. C'est sûr que nous allons aborder cela. Et je vous dis, moi, je le fais. Il faut les ramener, ils ont peur de la justice. Ceci étant dit, je voudrais vous inviter tout de même à commenter avec moi le procès Boukan Lonzo renvoyé le 8 novembre prochain, le temps que la Cour constitutionnelle puisse trouver un interprète pour le sujet sud-africain impliqué dans cette affaire. Du moins, Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre Patrice Kitebi, l'ancien ministre délégué aux Finances était des partis. Votre coup de projecteur?
Oui, moi je dirais d'abord, j'ai confiance en notre justice, ça c'est un fait. Autre chose, il faut consulter les côtés pile de ce qui se passe aujourd'hui. Le côté face, nous l'avons. Les éminents personnages sont convoqués. Au finish, je me dis, le côté face, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont pas pu affronter la justice, qui sont en fuite. Et d'autres, aujourd'hui, sont en train d'affronter la justice. Ils ont le courage de le faire. Vous avez cité Matata, il n'est pas le seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne voulons-nous pas mettre le pendule, remettre le pendule à l'air? Vous savez, nous sommes un pays qui a été vraiment attaqué, qui continue à l'être. Le monde voulait déstabiliser le Congo. Et pour mieux arriver, le monde s'est attaqué à l'enseignement. Il s'est attaqué à l'armée, à la police, au service de renseignement. Il s'est attaqué au cerveau que nous avons. Lorsque vous êtes dans un régime, vous enlevez les manettes de pouvoir et vous laissez les trésors publics, les coffres forts ouverts. Et les gens s'en servent, malheureusement. Mais aujourd'hui, pour rendre compte, je me raconte, nous devons avoir le courage de le dire. Tout le monde a les mains sales. Tous ceux qui ont géré hier, avant-hier, du temps de Mobutu, tous ont les mains sales. Est-ce qu'un pays pouvait marcher de cette manière-là? Même du temps de Mobutu. Moi, j'ai quelqu'un de la famille, un colonel, à qui, lorsqu'il était dans une grande boîte, lorsqu'on lui demandait de prendre 5 millions, Mobutu lui demandait 5 millions, lui leur donnait qu'on puisse sortir 10, et le comptable ordonnait qu'on sorte 15, ainsi de suite. Au finish, Mobutu recevait 5. Et c'était comme ça. Si vous ne rajoutez pas dans les circuits quelque chose, vous êtes suspect. C'est ça ce qu'on nous a appris. Aujourd'hui, le président, que j'apprécie, vient quand même avec une autre discipline. Maintenant, il faut interpeller ces gens-là. Et c'est tout le monde qui passe à la trappe. Mais Matata n'est pas n'importe qui. C'est un cerveau. Il mérite autre chose que ça. Mais sauf qu'il était dans un système qui a fait que même lui, s'il s'est servi une fois dans les circuits, ce sont les autres qui se... Bon, je ne suis pas son avocat. Mais en tant que politique, j'ai fait mes recherches, j'ai compris que c'est comme ça que ça se passait. Mais quel est l'intérêt des Congolais de traîner dans le bout les cerveaux, nos cerveaux? Ils sont tentés de partir, d'autres sont diminués aujourd'hui. Mettons-nous ensemble. Question, ceux qui ont des milliards, même Kabila, qui les restitue au peuple congolais, que les autres viennent trouver un arrangement avec la justice, que cette histoire s'arrête. Kabila a pris les milliards des Congolais? Je ne sais pas, je suis en train de dire. Moi, je n'ai pas de preuves, mais nous, quand on suit les presses à scandale qui citent des noms, on n'a jamais épargné Kabila. Donc, je vous dis, bref, ce que je voulais dire, que tout Congolais qui a mis la main au trésor public puisse se rendre de la procédure de l'affaire Matata Ponyo, les gens disent, pas les gens, les juristes, ou soit le parterre de ceux qui les défendent, dit tout haut que la procédure n'a pas été bonne. Oui, mais vous parlez à un professionnel du droit. Il ne suffit pas de dire que la procédure n'a pas été bonne pour faire croire à tout le monde que cela est le cas. Ça, c'est un deuxième point. Moi, j'ai fait confiance à notre justice. Et troisième point, je n'ai pas d'éléments d'appréciation pour pouvoir savoir est-ce que la procédure a respecté les normes ou pas. C'est difficile. Je suis sur votre plateau, je n'ai pas ces informations parce que ces informations sont protégées par ce qu'on appelle les secrets d'instruction. Ça peut pas étant sénateur, on a suivi qu'il avait... la première affaire, c'était la Zaïri... j'ai du mal à prononcer la première affaire. Voilà, je vais faire la mise en bouche prochainement. C'est ça la première affaire. Ça arrive à tout le monde. Et puis la seconde, c'était la débâcle des Boucan-Alonso. On a dit que ces immunités ont été levées pour la première affaire. Non, mais vous savez, les juges d'instruction sont mieux placés pour pouvoir déceler les frais du faux. Mais je vous ai dit qu'il est problème ailleurs. On ne peut pas maltraiter nos cerveaux comme ça. Parce qu'il y a eu un problème où tout le monde s'est servi. En fait, c'est le système. Mais maintenant que les choses sont en train de changer, nous devons repartir d'un bon pied. Que les chefs de l'État puissent rassembler tout le monde
autour de lui, afin que nous puissions construire. Que ceux qui ont des millions, qui l'ont obtenu frauduleusement, et puissent les restituer, afin que nous puissions construire des entreprises, afin de remettre tout le monde au travail. Voilà mon souci. Le reste, la question de procédure, je sais que la justice sait faire son travail. Mais je l'ai dit, si on ne s'arrêtait pas, nous allons perdre toute l'élite politique parce que toute l'élite a été compromise. Voilà la réalité. Dépassement budgétaire, la présidence de la République, ceci apparaît comme un fait scandaleux en République démocratique du Congo. La sortie de Gilles Linguetier, le patron de l'inspection générale des finances en RDC, et l'homme était clair, il nous a fait comprendre la différence entre détournement et dépassement budgétaire. Michel Okongo, quand vous suivez des près ou de temps en temps qu'il y a dépassement budgétaire à la présidence de la République, vous, étant citoyen congolais, quel est votre regard? Oui, j'ai un pincement au cœur tout de suite, parce que je me dis, les sommets de l'État doit servir d'exemple. Encore là, je me prononce sans vraiment de preuves. Si tel est le cas, on connaît les mécanismes, comment ça se passe. Il y a une inspection qui fait son travail, tout ça. Mais je dis clairement, si tel est le cas, il faut tirer une sonnette d'alarme afin que la présidence puisse revoir sa vitesse de croisière. Il ne faut pas aller tout le temps puiser dans la caisse. Certes, elle a beaucoup de choses à faire, mais elle doit se soumettre. Elle doit se placer en modèle, parce que c'est la plus haute institution de notre pays. Donc, elle doit servir de modèle. Et si tel est le cas, je crois que je ne serai pas loin de condamner cela. On dit que l'inspection générale protège la première institution. Partagez-vous l'avis? Ou un avis contraire? Non, mais écoutez, il ne faut pas attendre tout seulement que les gens ont parlé et puis avaliser ça ou bien rejeter. Et tout ce que moi je peux demander, que l'IGF fasse son travail, avec une petite difficulté qu'elle dépend, l'IGF dépend de la présidence. Peut-être qu'il y aura une petite difficulté, mais je crois en Linguetti, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Mais encore une fois, il ne faut pas tout le temps diaboliser. Je dis tout simplement que si cela est le cas, je crois que c'est condamnable. Et que je demanderai à la présidence de revoir un peu ses calculs. Voilà, c'est ce que je peux demander tout simplement. La dernière question, Joseph Kabila Kabange en Afrique du Sud, vous avez suivi, il était en toge, il a fini ses études, les gens ont essayé un peu de comparer le titre du chef de l'État Tshisekedi, honoris docteur Odex Kausa, avec le titre de Joseph Kabila Kabange. Un petit mot de votre part, nous allons clôturer cet entretien. Oui, je n'ai pas pénétré l'information sur Joseph. Si il a suivi un cursus, et qu'à la fin de ce cursus, on lui a décerné un diplôme, bon, c'est à applaudir. C'est un Congolais, un ancien président, aujourd'hui qui s'est vite décerné par la suite d'un travail. Il faut apprécier cela. Par contre, un diplôme de honoris causa, c'est un titre honorifique. Et c'est vrai, ça veut dire que aux yeux de l'humanité, du point de vue des Israéliens, et Félix Tshisekedi, c'est un homme intègre, un homme digne. Et c'est ça ce que ça veut dire, honoris causa. Donc ces deux diplômes, ces deux distinctions sont différentes l'une de l'autre. Kabila a suivi un cursus. Le chef de l'État, c'est grâce à sa maturité, à tout ce qu'il a fait. Parce que n'oubliez pas, dans la tempête, il a envoyé nos éléments armés à l'Est. Lui-même y est allé. C'est déjà quelque chose. Il est allé au fond, il est resté longtemps là-bas. Il a eu le courage de faire fonctionner la justice. Nous avons vu, on l'a dit tout à l'heure, l'interpellation des uns et des autres, bien que moi j'ai commenté ça autrement, et sachant qu'il faut qu'on y revienne dans ce que j'avais dit. Donc les deux ne sont pas la même chose, mais ce sont des points que le Congo a engagés sur le point international. Michel Okongo, président du parti politique Unité des Valeurs, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Vincent.
Rebecca Kalombo, c'est la présentatrice de la grande messe des 19h pile qui pointe à l'horizon. Elle est déjà sur le plateau. C'est dans 5 minutes que vous allez la retrouver dans sa baissière. Beaucoup d'effets d'actualité que nous n'avons pas pu analyser avec mon invité Michel au Congo faute de temps. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir et sur la même chaîne. À toutes et à tous, à très vite.